Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart, sur bismart.fr, sur les réseaux sociaux de Bismart. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Alors, au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur le halving Bitcoin qui a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 avril dernier. A-t-il répondu aux attentes de la communauté? Que s'est-il passé depuis? À quoi servait-il? Autant de questions auxquelles nous répondrons dans un instant avec Inès Beneito, consultante blockchain et crypto chez Blockchain Partner by KPMG. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine où nous aurons le plaisir de recevoir Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF, avec qui nous reviendrons sur les sujets les plus récurrents qui ont nécessité de saisir le médiateur de l'AMF. Cela permettra de comprendre un petit peu où se trouvent les sujets de litige parfois entre investisseurs particuliers et organisations donc professionnelles d'investissement. Ce sera donc la deuxième partie de l'émission. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil du CGP, nous aurons le plaisir de retrouver Régis Yankovici, fondateur et dirigeant de Luxavie.fr, avec qui nous ferons un point sur les mutual funds, puisque ces mutual funds fêtent cette année leurs 100 ans. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons évoquer ce fameux halving Bitcoin attendu depuis toute la communauté, depuis le début de l'année. Il a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 avril dernier. A-t-il répondu à toutes les attentes qui pouvaient entourer ce halving? Nous allons y répondre tout de suite avec Inès Beneito. Bonjour Inès Beneito. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultante blockchain et crypto chez Blockchain Partner by KPMG. Alors, si on doit parler d'actualité Bitcoin depuis le début de l'année, il y en a eu deux. Il y a eu le lancement d'ETF Spot par un certain nombre de grands noms de la finance traditionnelle en tout début d'année, et puis qui a d'ailleurs participer à l'évolution du cours de Bitcoin depuis le début de l'année. Et puis, il y avait ce fameux halving qui était attendu pour avril, qui a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 avril dernier, qui, selon certains, pouvait avoir une influence sur le cours, selon d'autres, était un événement attendu faisant partie de la vie de Bitcoin. Peut-être avant de parler des conséquences de ce halving, on peut rappeler ensemble ce que c'est qu'un halving quand on parle de Bitcoin, Inès Beneito? Bien sûr, donc bon, on parle beaucoup de Bitcoin depuis le début de l'année, mais donc en effet, le halving, c'est un événement qui est assez attendu et très structurant au sein de l'écosystème de l'industrie crypto. Et en fait, techniquement, très simplement, le halving, c'est la division par deux de la rémunération des mineurs. D'accord. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, à chaque nouveau bloc de la blockchain Bitcoin qui est créé, parce qu'il y a un nouveau bloc qui est créé tous les 10 minutes, plus ou moins. D'accord. Les mineurs, donc ces créateurs de blocs, vont être rémunérés en nouvelles unités de Bitcoin créées. D'accord. Minées, enfin il y a beaucoup de mots pour cela. Et donc si au début dans les débuts de Bitcoin en 2008, la rémunération de chaque bloc était fixée à 50 Bitcoins nouveaux par bloc pour les mineurs, en fait, progressivement, donc plus ou moins tous les 200 000 blocs, ce qui fait plus ou moins tous les 4-5 ans, cette rémunération est divisée par deux. Ce qui fait qu'il y a eu déjà d'autres halvings par le passé, oui. Donc en 2012, 2016, 2020, ça c'est le quatrième. Et à chaque fois, donc, la rémunération a été divisée par deux. Alors pourquoi est-ce que cela existe? Oui, c'est ça. Pourquoi on diminue la rémunération des mineurs finalement? Et donc justement, c'est quelque chose qui est assez nouveau et pouvoir prévoir en quelque sorte le rythme d'émission monétaire, c'est très nouveau dans l'industrie monétaire pour les actifs. En fait, c'est inscrit sur le code de Bitcoin, vraiment dans le code de la blockchain, depuis qu'il a été créé en 2008. Et c'est là que repose un peu toute la proposition de valeur du Bitcoin, qui consiste à limiter l'émission monétaire, donc limiter le volume des unités de Bitcoin qui vont être créées dans le temps. D'accord. Et concrètement, pour le Bitcoin, c'est 21 millions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer plus de 21 millions de Bitcoin, jamais dans le temps. Ce qui fait que tous les, c'est pas de temps de 4-5 ans, pour réduire ou pour ralentir la création de Bitcoin, on va diviser par deux donc, la rémunération des mineurs.
Et alors pourquoi est-ce qu'on entendait un certain nombre d'observateurs, commentateurs expliquer que sur les halvings précédents, si je ne dis pas de bêtises, lorsqu'il y avait eu le halving, le cours de Bitcoin s'était envolé et il y avait du coup cette attente aussi en 2024 de voir potentiellement une action immédiate sur le cours de Bitcoin post-halving, c'est ça? Exactement. Donc, qui n'a pas eu lieu finalement? Alors, pas vraiment. En fait, c'est ça qui est un peu qu'il faut comprendre, c'est que donc, bien entendu, quand on diminue la création, les nouveaux bitcoins qui sont sur le marché et que la demande pour le bitcoin continue à être très forte, naturellement, les prix vont augmenter. Bien sûr. Oui. Mais cela, c'est une tendance de fond qu'on voit venir, et ce qu'on a vu, on regarde les données historiques des autres halvings, après 6 mois, 12 mois après le halving. Parce que justement, la demande continue progressivement à augmenter pour moins de bitcoins sur le marché, donc l'impact sur les prix. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc, c'est vrai qu'il y a eu un peu de volatilité sur le prix du Bitcoin ces dernières semaines. Il y en aura encore un peu sur les prochaines semaines, mais la tendance de fond est à la hausse. D'accord. Justement, ce qu'on a vu par le passé et qui va potentiellement continuer à l'être. Depuis le début de l'année, oui, effectivement. Exactement, ouais. Mais il n'y a pas un impact immédiat parce que justement, comme j'ai dit avant, c'est tellement un événement prévu et calculé et tout l'écosystème crypto structure autour de cet événement qu'il n'y a pas en soi un choc sur les marchés. Et notamment, c'est aussi une situation un peu particulière dans laquelle on se trouve. Et c'est que si par le passé, à chaque halving, donc quelques mois après, il y a une hausse des prix et le Bitcoin atteint à chaque fois un maximum historique. Aujourd'hui, pour ce halving-là, ce maximum a déjà été atteint. Oui, quelques semaines auparavant. Exactement. Oui, bien sûr, notamment en lien avec la création d'ETF Bitcoin Spot par des grands noms de la finance traditionnelle. Alors, c'est peut-être pas la seule raison, mais c'est quand même une des raisons qui semblait la plus évidente à ce moment-là. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a volé le sommet historique du halving qui était attendu, ou comment on peut interpréter cette séquence de début d'année? Alors justement, et ça c'est un facteur très important à considérer quand on veut un peu prévoir ou voir comment ça va évoluer pour le Bitcoin, c'est ce phénomène d'institutionnalisation du Bitcoin et de l'investissement en Bitcoin. Donc, à nouveau, c'est les ETF qui ont été lancés avec énormément de liquidités, un flux de liquidité qui est venu sur les marchés. Donc, ce maximum a été atteint, ce qui veut dire que, bien entendu, le marché doit il y a une respiration sur les prix, il y a des corrections, et c'est pour ça que maintenant on se voit un peu dans une situation de volatilité. La tendance, a priori, ne devrait pas être impactée, donc la tendance de fond va continuer, et si la demande va continuer à être forte, par d'autres facteurs également exogènes, par exemple la situation macroéconomique, le doute sur les marchés financiers, les taux des banques centrales, etc. Tout cela va impacter la demande et justement, il y a moins de Bitcoin sur le marché. Il n'y a pas de raison de dire qu'il n'y aura pas un nouvel maximum historique par le futur, dans les quelques mois qui viennent. La mission de Blockchain Partner by KPMG est d'accompagner les entreprises sur les sujets crypto. Comment intégrer ces deux grandes nouvelles de début d'année, l'une qui était prévue, halving, l'autre qui effectivement était plus ou moins anticipée aussi quand même, le lancement des ETF Bitcoin Spot, quand on est une entreprise? Alors, nous, par exemple, on accompagne énormément les banques aussi, les institutions financières qui commencent à s'intéresser de plus en plus à cet actif. Il y a souvent plusieurs stratégies à suivre. Il y a l'investissement en crypto. Par exemple, en suivant un peu l'exemple de BlackRock aux États-Unis, où c'est vraiment prendre un actif, un cryptoactif, et le ramener au système financier traditionnel à travers des véhicules d'investissement plus faciles à distribuer, etc., comme les ETF. Et d'un autre côté aussi, en quelque sorte, expérimenter les actifs traditionnels, donc sur les marchés financiers, et les ramener sur une blockchain. Et là, on parle par exemple de tokenisation. C'est un peu les deux verticales sur lesquelles les banques et les institutions financières en Europe se penchent de plus en plus aujourd'hui. Bien entendu, aux États-Unis, les initiatives sont assez avancées. On attend de voir aussi en Europe comment ça va évoluer dans les prochaines années, mais il y a beaucoup de réflexions autour du sujet et des stratégies. On va voir, je pense, dans les 2 prochaines années, des nouveaux produits et services qui vont être lancés. Merci beaucoup Inès Beneito de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes consultante blockchain et crypto chez Blockchain Partner by KPMG. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les sujets les plus récurrents qui atterrissent sur le bureau du médiateur de l'AMF. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir dans l'émission Smart Patrimoine Marielle Cohen-Branche, médiateur de l'AMF. Bonjour Marielle Cohen-Branche.
Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, avant de commencer un petit peu sur les sujets que vous voyez de manière la plus régulière, rappelez quand même aux gens qui nous écoutent le rôle de la médiation de l'AMF, le rôle du médiateur de l'AMF. C'est un service public gratuit au profit des consommateurs qui estiment avoir un litige avec leurs professionnels régulés. D'accord. Alors, dans quel domaine ? Les placements financiers, c'est-à-dire ce n'est ni le bancaire, ni l'assurance. Donc, si effectivement, il me semble, à l'examen du dossier, qu'il y a un véritable problème, eh bien, ce ne sera même pas connu, et ça, c'est le cadeau que l'on fait aussi aux professionnels qui acceptent d'entrer en médiation, Bien sûr. de l'AMF. Donc, confidentialité, gratuité, et en quelques mois, dans 95% des cas, le litige sera résolu. Résolution de litige donc entre particuliers et organismes financiers, mais on rappelle bien qu'effectivement, ça n'est pas de l'assurance ou du Voilà. bancaire. Il y a des médiateurs d'ailleurs dédiés Absolument. au monde assurantiel ou au monde bancaire. Et justement, vous appuyez sur un point important, c'est que dans les statistiques de 2023, que je vous donne un peu en scoop, Bien parce que sûr, mon rapport ne sera publié que dans un mois, où les statistiques de résultats sont très bonnes, il y a un seul point qui me soucie, c'est la montée des irrecevabilités. D'accord. Et pourquoi elle s'est accrue ? C'est parce que, en matière bancaire, quand les gens ont le sentiment qu'il y a eu une fraude, ils s'imaginent peut-être, mais à tort, que c'est dans ce cas-là le médiateur de l'AMF qui est compétent. Non, c'est toujours leur médiateur bancaire. Toujours le médiateur bancaire. Alors si on revient sur le rôle du médiateur de l'AMF, ou plutôt les sujets assez récurrents, est-ce que vous constatez une augmentation, une diminution, une récurrence particulière cette année ? Alors, globalement, c'est stable. En réalité, cette stabilité va masquer des grandes variations. On va dire que on va dire ce qui est le plus classique, en matière de PEA, c'est le premier secteur, Bien sûr. nous avons tout de même obtenu des améliorations suffisamment sensibles pour que cela diminue. Il y en aura beaucoup moins parce qu'il y a eu un groupe de travail qu'à mon initiative, l'AMF a mis en avant. Et Vous donc, mentionnez quoi, les difficultés de transférabilité des PEA, c'est ça ? Exactement. Oui. Aux 2/3, c'était des problèmes de transfert. Alors, il en reste, surtout lorsque le PEA contient des titres non cotés. Mais on va dire que tout de même, les grands points majeurs, on va vers une amélioration, notamment en matière d'harmonisation. Il reste quelques points à améliorer encore. C'est, on va dire, les questions d'arbitrage, où parfois les titulaires de PEA ne savent pas si pendant cette période, qui peut se révéler longue quand les titres sont étrangers, quand il s'agit de parts de SCPI, quand il s'agit de titres non cotés, eh bien, peuvent-ils arbitrer ou pas ? Voilà. Il y a encore des améliorations à attendre. Quand ils veulent, ou quand ils ont lancé la démarche de transférer leur PEA, peuvent-ils continuer à arbitrer au sein de leur PEA ? Et que se passe-t-il s'ils n'arrivent pas à le faire ? Vers qui se tournent-ils ? Eh bien, pour l'instant, il n'y a pas d'harmonisation. C'est-à-dire, vous avez des établissements dans lesquels ils peuvent, d'autres dans lesquels ils ne peuvent pas. Mais ils n'en sont même pas informés. Donc je dis, avant d'arriver à une harmonisation qui peut-être sera plus complexe à atteindre, encore serait-il bon que finalement, dans chaque établissement, teneur de compte, ils le sachent, tout simplement. Et ça, si je comprends bien, la médiation de l'AMF a été tellement saisie sur le sujet PEA qu'un groupe de travail a été créé pour tenter de régler le sujet en amont. Disons que je l'ai appelé de mes voeux, ça s'appelle un lanceur d'alerte. D'accord. L'AMF a été d'accord pour créer ce qui est une structure lourde où vous retrouvez tous les directeurs généraux des grands établissements se mettent autour d'une table et pendant près d'un an essayent de trouver des solutions. Alors il y a eu un point qui était unanime, c'était ce que je revendiquais, le droit à l'erreur. Mais là, ceux qu'il faut convaincre, ce n'est pas les directeurs généraux de banque, parce que là, ils sont d'accord, Bien sûr. que l'erreur d'ailleurs émane du titulaire ou du professionnel. Bien sûr. Mais là, il faut convaincre la direction fiscale. Il y a peut-être quelques ouvertures à attendre. Voilà, toutes les portes ne sont pas fermées. Toutes les portes ne sont pas fermées, donc ça c'est effectivement le sujet des transferts de PEA. Donc vous constatez effectivement toujours, mais avec quand même une amélioration au global sur le sujet. Voilà, exactement. Alors après, il y a l'épargne salariale. Oui. Le montant est stable, c'est le deuxième secteur. Mais là, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une réglementation extrêmement pointilleuse. J'ai toujours été frappée du fait qu'on en parlait peu, donc merci de me donner l'occasion tout de même d'en parler, parce que c'est tout de même 12 millions de salariés et 180 milliards de placements, et où, pour l'essentiel, l'incompréhension ou les litiges vont se nouer
au moment du déblocage anticipé. D'accord. Et donc, c'est là où on va pouvoir œuvrer souvent utilement, soit de façon pédagogique, parce que quand je dis que la règle n'a pas été, on va dire, maltraitée ou ignorée par le professionnel, il reste même que quelquefois, le médiateur peut agir. C'est rare, je le fais avec discernement, mais en équité, ce que ne peut pas faire un juge. Et là, les problèmes les plus récurrents sont de quel ordre? De mauvaise compréhension, de mauvaise pédagogie sur le sujet Absolument, c'est-à-dire ou des circonstances dans lesquelles ils pensaient qu'ils avaient le droit parce qu'ils confondent ou que la formation ne sera pas suffisamment claire entre le plan qui, lui, est bloqué, où vous avez votre placement qui est bloqué pour 5 ans, celui où, en matière de retraite, il est bloqué jusqu'à la fin de votre vie professionnelle et où les motifs de déblocage ne sont pas les mêmes et où la façon dont vous allez justifier peut aussi être discutée. D'accord. C'est très pointilleux, on va dire. Voilà. Très pointilleux et ça nécessiterait peut-être encore plus de pédagogie sur le sujet, alors même que l'épargne salariale va encore une fois être vous avez adaptée. Des confusions chez les professionnels entre par exemple, la liquidation totale et la clôture. Est-ce que vous pouvez avoir des frais ou pas de frais, ou des droits ou pas de droits. Vous voyez, donc on est sur des notions tout de même très spécifiques. Oui, on est presque sur de la sémantique, sur des contrats, effectivement, et nécessité. Donc en fait, si je comprends bien, si on doit tirer un enseignement de cela, c'est renseignez-vous sur l'épargne salariale, effectivement, que vous avez au sein de vos entreprises. Et puis surtout de ce que l'on dit nous, parce que vous vous apercevez, par exemple, vous avez le droit à l'extension quand vous faites un agrandissement de votre résidence principale. Très bien. Si elle n'est pas attenante, vous y avez droit ou pas ? Vous voyez, chaque fois, et nous, on va faire un travail d'investigation à ce sujet. Mais je pense que au-delà de ces cas que vous verrez dans le rapport annuel, et puis j'invite également vos téléspectateurs, vos spectateurs à regarder nos dossiers du mois, puisque chaque mois, sur tous ces sujets-là, depuis 10 ans, une fois par mois, je raconte un cas concret. Et donc, peut-être qu'à ce moment-là, ils pourront voir si leur cas a été déjà examiné par mon équipe et moi-même, puisque je ne suis pas toute seule. Bien sûr. Et où j'ai une équipe de 6 talentueux juristes qui m'entourent. Une question peut-être sur l'immobilier. Alors on en a beaucoup parlé depuis ces derniers mois, que ce soit en matière de SCI, de SCPI, voire même d'immobilier en direct. Est-ce que, au-delà du bruit médiatique, c'est arrivé jusqu'au bureau du médiateur de l'AMF? Particulièrement. 140% d'augmentation pour les SCPI. D'accord. 110% pour le crowdfunding immobilier. Alors vous avez tout à fait raison. C'est l'élément phare de mon rapport 2023. C'est-à-dire que c'est le retournement du marché immobilier. Mes premiers constats que je voudrais faire en matière de SCPI, en matière de crowdfunding immobilier, vous n'avez pas investi dans l'immobilier. Vous avez investi dans un placement financier. Donc déjà, quand on dit pierre-papier, il faut retenir papier. Hein. Je crois que c'est surtout ça. Deuxième élément, si je commence par les SCPI, où on a eu vraiment... Quels sont, d'abord, peut-être un préalable. Des SCPI, les litiges concernent d'une part la décote de la part, la valeur de la part, parce qu'en fait ces gens-là veulent un remboursement. Bien sûr. Et donc on appelle ça une valeur de retrait, ou le délai pour obtenir l'exécution de leur ordre. Voilà, c'est les 2 points. Et ils ne vont pas se rendre compte on commence à voir qu'ils confondent la SCPI dans laquelle ils sont intervenus et dans laquelle ils ont fait un placement. Vous avez 2 types de SCPI. Vous en avez l'essentiel de ce qu'on a reçu, c'est ce qu'on appelle des SCPI de rendement. À qui elles s'adressent? Plutôt à des retraités qui veulent un complément de rendement. Bien sûr. Donc ce qu'elle reste, c'est ça. Et puis vous avez un deuxième type de SCPI, ce sont ce qu'on appelle des SCPI fiscales. Le seul objectif principal, on va dire, essentiel, c'est je veux une exonération fiscale. Bien sûr, lorsque j'investis dans ce type de SCPI. Exactement. Oui. Et donc là, si on cite les principaux produits, vous avez aussi bien le Pinel, le Cellier, le Malraux. On a eu le Malraux, il y a eu des accidents industriels dans le Malraux. Bon, voilà, tout ça. Et donc, quoi qu'il arrive, une fois que vous avez eu votre avantage fiscal, comme il ne se transmet pas, il n'y a quasiment pas de marché secondaire. Donc, donc il est difficile de revendre sa part. Parce évidemment. Et puis, ça n'est pas l'objectif. L'avantage, ils l'ont eu. L'objectif, il est réalisé. Mais pour qu'ils le conservent, pour ces SCPI fiscales, il faut qu'ils le gardent au minimum 9 ans, 10 ans, 15 ans.
ça dépend des produits. Qui plus est, ils vont s'apercevoir, ou on va leur faire comprendre, que le début de ces 9 ans, 10 ans, 15 ans, c'est pas au moment où ils ont souscrit, c'est à la dernière location de l'immeuble. Il peut se passer plusieurs années. Donc, c'est pas liquide, c'est très long, mais ils ont eu ce qu'ils voulaient. Et donc, effectivement, la seule sortie, c'est le marché secondaire. Et là, il n'y en a pas. Et les SCPI de rendement... Oui, c'est ça. Alors là, il va y avoir des sujets effectivement sur les baisses de prix de part, aussi sur les sujets de liquidité quand ils veulent tous sortir en même temps. Ils pensent d'abord qu'on doit leur demander leur autorisation personnelle pour diminuer la valeur de la part. Non. C'est dans les pouvoirs de la structure de la société de gestion de son assemblée générale. Et qu'à la limite, il vaut mieux que le prix de la part soit la plus réaliste possible. Et d'ailleurs, il y a eu un appel de l'AMF Bien sûr, ce sujet. Oui. Donc, ce qui a d'ailleurs déclenché un certain nombre de baisses de prix de part. Exactement. Bon, et qu'est-ce qu'il faut ? Il faut déjà qu'il peut y avoir un délai parce qu'ils n'ont pas compris quels étaient les éléments qu'on leur exigeait pour s'inscrire dans un registre chronologique où ils vont être mis en attente. Parce que ce qu'il faut comprendre pour SCPI de rendement, vous ne pouvez sortir que s'il y a quelqu'un qui achète. Bien sûr. Bon oui, bien sûr, parce que vous êtes très avertis. Oui, il faut trouver un acheteur de l'autre côté, exactement. Voilà. Oui. Donc, qu'est-ce que nous disent les chiffres de l'ASPIM qui donnent les statistiques ? Au dernier trimestre, un tiers des demandes ont pu être satisfaites. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, on va dire, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, et on ne sait pas à quel prix. Et là, on ne peut pas se retourner contre c'est là, il faut, alors... Contre le gestionnaire, oui. S'il réclame simplement en disant c'est long, on va lui expliquer pourquoi c'est long. Donc, je fais de la pédagogie. D'accord. Oui. Le seul cas où il peut y avoir une faute, c'est lorsque il y a une inadéquation du placement. Mais dans un cas sur 4 ou 5, ils les ont reçus par héritage. Donc la question de l'adéquation ne se pose même pas. Et donc il peut y avoir quelques rares cas dans lesquels il peut y avoir un problème d'inadéquation. Après, les SCPI, vous avez le crowdfunding immobilier. Alors là aussi, retournement du marché. Et j'ai eu 110% d'augmentation. Alors moi, je suis sur la pointe de l'extrême plate de l'iceberg. Hein. Bien sûr. Mais en pourcentage, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc là, vous êtes attiré par un taux d'intérêt très important sur une durée très courte. L'AMF était compétente lorsque vous investissiez sous forme, pour 80%, d'obligations. C'est-à-dire, vous participez à un projet, souvent d'ailleurs, des banques n'ont pas voulu en faire beaucoup, et vous avez un faible montant, alors vous vous dites, oh, 1 000 euros, 10%, allez, j'y vais. Sauf que, effectivement, le retournement du marché. Alors, qu'est-ce que je fais en une phrase ? Je distingue ce qui est externe, c'est-à-dire c'est à cause du retournement, ou est-ce qu'il manquait une information qui était lacunaire, voire trompeuse, et ça, j'en trouve aussi. Alors, attention, l'année prochaine, les règles ont changé. Ce sera une directive européenne. C'est un prestataire de services d'investissement participationnel. Donc, ça sera encore différent. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Marielle Cohen-Branche, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes donc médiateur de l'AMF et que votre rapport annuel sort en juin. Exactement. On aura tous les éléments. Merci beaucoup, Marielle Cohen-Branche. Et Quentin, on se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP. Et pour finir cette émission, bienvenue dans l'œil du CGP. Nous avons le plaisir d'être accompagnés par Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour Nicolas, comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Et puis on va encore fêter avec vous un anniversaire, puisque oui, chaque année, vous aimez les anniversaires. On a fêté les 30 ans des ETF l'année dernière, et là aujourd'hui on va fêter les 100 ans des mutual funds. Alors de quoi parle-t-on, Régis Yankovici ? Exactement, il y a un monsieur qui s'appelait Édouard Leffler, qui était un vendeur de poêles et de casseroles aux États-Unis. Et qui a eu l'idée de rendre plus accessible la gestion et qui a inventé la gestion mutualisée. Donc le père des OPCVM français sont les mutual funds qui sont nés aux États-Unis en 1924. Et il a eu plutôt une idée lumineuse, si je puis dire, puisque ça fait 100 ans que du coup, on n'a pas remis en cause finalement ce fonctionnement. Exactement. Alors évidemment, juridiquement, ça a un peu évolué, mais pas depuis les années 50 dans l'essentiel. Et le succès a été vraiment immédiat. Et sans doute qu'il faut voir une des raisons de l'explosion du Dow Jones entre 1924 et 1929, qui, en ce laps de temps, a été multiplié par 4 avant la crise de 29, où il a été divisé par 10. Un petit clin d'œil au Bitcoin et tous les fans du Bitcoin qui voient l'arrivée des ETF d'un excellent œil, il faut qu'ils regardent aussi les livres d'histoire.
Comment se portent les mutual funds pour leur 100e année, Régis Jancovici? Comment dire Pas si bien que ça. On va dire qu'ils sont en soins intensifs. Ah oui, d'accord. Ok. Ils ont vu au cours des 3 dernières années des retraits de 2000 milliards de dollars. D'accord. Alors globalement, au niveau mondial, la gestion collective, c'est 63 000 milliards de dollars, à comparer à 12 000 milliards sur les ETF. Bon, et ben dans ces 63 000, il y en a un qui s'est évaporé. Alors, D'accord. ça se voit pas trop, parce qu'on a la progression des marchés dans le même temps. Si on regarde sur des longues périodes, les chiffres sont aussi éloquents. Il y a des rachats importants, des rachats qui se reportent sur un tout petit bout sur les fonds indiciels et l'immense majorité sur les ETF. Et donc, non, l'industrie des multi-fonds ne va pas bien. À cause des ETF, donc, ou c'est plus complexe que ça? Alors, c'est sans doute plus complexe que ça, parce que la sous-performance des mutual funds par rapport à la gestion indicielle ne date pas du lancement des ETF. Les ETF sont là pour répondre à un problème. Le problème, il était posé bien avant, sur la capacité des gérants en particulier à anticiper sur les frais, etc., etc. Mais maintenant qu'il y a un moyen d'accéder directement à l'indice pour pas cher, effectivement, c'est juste catastrophique pour l'industrie, qui répond, qui reste pas les bras croisés. Bien sûr. Sa première réponse, c'est de baisser les frais. C'est ça le sujet, enfin c'est ça ce qui pourrait permettre de sauver quelque part, parce que bon, ça reste très en place et Bien effectivement encore globalement en forme, si je comprends ce que vous dites, mais le sujet pour agir, ce serait de baisser les frais. Alors, c'est un des éléments, baisser les frais, et je me félicite de voir que l'AMF a décidé d'interdire les commissions de mouvement sur les OPCVM à partir de 2026. Bon, il était temps. Et l'autre axe sur lequel je pense devraient travailler les sociétés de gestion, c'est de faire de la gestion réellement active, de ne pas essayer de battre un benchmark de quelques points de base, mais de faire des choix de conviction. Et là aussi, on en est loin. Le troisième axe, qui est un peu un clin d'œil, c'est que la société qu'a créée Edouard Leffler, qui s'appelle MFS Investment Manager, en 2024, décide de lancer des ETF. D'accord. C'est rigolo. D'accord. D'autres avant eux, d'autres spécialistes de la gestion active se sont lancés sur les ETF. Je pense à Fidelity, je pense à PIMCO. Bien sûr, mais il est amusant de voir effectivement que les inventeurs des mutual funds se sont mis aux ETF également. Merci beaucoup Régis Jancovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de luxavie.fr. Merci à vous également et on se retrouve très vite sur Bismart.